19h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Coup d'État au Niger, la CEDEAO décide de sanctions financières immédiates et impose un ultimatum d'une semaine au Conseil militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel. Dans le même dossier, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche devant l'ambassade de France à Niamey, arrachant les drapeaux français ainsi que la plaque de l'ambassade avant d'être dispersées par des grenades lacrymogènes. Et pour la deuxième journée consécutive, les affrontements entre factions palestiniennes au sud du Liban se sont poursuivis, portant à 6 le nombre de victimes. Et enfin, le typhon Doksuri frappe Pékin et ses environs. L'aéroport international de la ville annule ses vols suite à l'alerte rouge lancée par les autorités chinoises. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a eu un entretien téléphonique avec son homologue béninois Patrice Talon. Cet entretien est intervenu à la veille de la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger à Abuja. Les deux présidents ont affiché leur fermeté sur le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et la réinstallation du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État légitimement élu. Réunis justement ce dimanche à Abuja, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont donné un ultimatum d'une semaine au Conseil militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un recours à la force. Les membres de la CEDEAO ont d'ailleurs décidé la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le pays, ainsi qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Je vous le disais en titre, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche devant l'ambassade de France dans la capitale nigérienne Niamey. Certains d'entre eux insistant pour y entrer, tandis que d'autres ont arraché les drapeaux français et la plaque affichant ambassade de France au Niger avant d'être dispersés par des grenades lacrymogènes. Et en réponse à ces protestations, le président français a déclaré dans un communiqué publié par l'Élysée qu'il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, ajoutant que quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le communiqué a également rappelé l'amitié entre les peuples nigériens et français et le rôle particulier de la France dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement économique et social du Niger. Et la facture de ce coup d'État au Niger s'annonce salée. Il y aura sans doute de lourdes répercussions économiques et financières sur ce pays déjà fragilisé par de nombreuses crises. La CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières ont déjà annoncé la suspension de leur coopération financière avec Niamey. Mohamed Walid Ben Chaban. En plus de la dégradation de la situation sécuritaire, les conditions socio-économiques se détériorent au Niger après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum par un coup d'État orchestré par les militaires de la garde présidentielle. L'économie du pays, déjà fragile, se retrouve au bord du gouffre. Les Nigériens craignent que le coup d'État ne stoppe les flux financiers. Nous, notre souci, c'est surtout les bailleurs de fonds, puisque d'après notre retour d'expérience, généralement quand il y a un coup d'État dans un pays, les bailleurs de fonds refusent ou bien, disons, ils obtempèrent un peu sur leur façon d'aider le pays financièrement. Donc nous croyons que cela puisse arriver à notre pays. Donc ce que nous souhaitons, c'est que la situation soit rétablie au plus vite possible. Donc c'est vraiment notre souhait.
Après le coup d'État, l'Union européenne, la France, les États-Unis et les institutions financières internationales ont vite fait de réagir en suspendant leur coopération financière et sécuritaire avec Niamey. Les projets de développement qui sont financés par l'Union européenne, Banque mondiale, FMI et autres, ils vont être arrêtés. Les aides budgétaires qu'on donne au Niger vont être arrêtées. Donc je ne sais pas à combien cela peut se situer, mais ce qui est sûr, je sais que si nous prenons vraiment la mesure de la situation, nous, la population du Niger et les dirigeants qui sont venus, donc nouvellement arrivés, on peut juguler cette situation et sortir la tête haute. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, le Niger reçoit annuellement des subventions d'aide estimées à près de 2 milliards de dollars destinées au développement. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et l'extraction d'uranium. Le coup d'État opéré par la garde présidentielle n'est pas pour arranger une situation économique déjà dans le rouge. La famine n'est plus une menace, mais une réalité au Soudan, où l'armée et les forces de soutien rapide continuent de s'affronter. Les autorités du Darfour du Nord ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans cet État. Les stocks alimentaires restants ne suffiraient que pour 3 semaines. Amalam Zienzitouni. Au Darfour, région la plus touchée avec Khartoum par les combats qui opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, le gouverneur du Darfour du Nord a averti quant à la situation alarmante dans laquelle se retrouve la population soudanaise en annonçant que les stocks alimentaires dont il dispose ne suffisent que pour 3 semaines. La situation dans l'État se détériore et les stocks alimentaires restants ne suffisent que pour 3 semaines. En raison de l'épuisement du stock stratégique de nourriture et de l'absence de réponse internationale. Un appel d'urgence du gouverneur de cet État du Darfour du Nord qui a fait savoir que de leur part, les autorités locales sont quasiment incapables de tenir le coup face à cette crise où plus de la moitié de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Les autorités locales ne sont plus en mesure de contenir la crise. Il a exhorté les agences des Nations Unies travaillant dans le domaine humanitaire à accélérer les démarches d'assistance aux personnes touchées. Abdelrahman a également appelé à l'arrêt des combats et a œuvré pour ouvrir les aéroports de la région du Darfour pour recevoir l'aide humanitaire internationale. Depuis la mi-avril, les affrontements entre l'armée et les paramilitaires se poursuivent dans plusieurs villes, faisant plus de 3000 morts pour la plupart des civils et environ 3 millions de déplacés et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, appelant à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. Près de 2 millions de Centrafricains se sont prononcés ce dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui permettrait au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août prochain selon l'autorité nationale des élections. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen comme tous mes compatriotes centrafricains. Je suis venu voter. Voilà. Je suis fier. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce dimanche avoir déjoué 3 attaques de drones nocturnes ukrainiennes contre Moscou sans faire de victimes. L'aéroport de la capitale a été temporairement fermé et les façades de 2 tours de bureaux de la ville ont légèrement été endommagées. On écoute ce témoignage. Mes amis et moi avons loué un appartement pour venir ici et nous détendre. Et à un moment donné, nous avons entendu une explosion et c'était comme une vague. Tout le monde a sauté. Et puis, il y avait beaucoup de fumée. On ne pouvait rien voir. Le feu se dégage des étages supérieurs. Vladimir Poutine a mis en valeur ce dimanche la puissance de la marine russe qui ne cesse de se renforcer. Cette année seulement, elle ajoutera à sa flotte 30 nouveaux navires. C'est ce qu'a fait savoir le président russe en assistant au défilé à l'occasion de la journée de la marine russe à Saint-Pétersbourg.
La Russie qui ne rejette pas l'idée de pourparler avec l'Ukraine, c'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une conférence de presse hier après avoir rencontré des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a ajouté que les initiatives de paix présentées par les pays africains ou la Chine pourraient constituer une base pour la paix. Nous ne pouvons pas arrêter le feu quand ils nous attaquent. Quand je dis cela, les gens commencent à réfléchir. Vous savez, je dis toujours que nous n'avons jamais rejeté les pourparlers de paix. En général, l'initiative de paix de l'Afrique sur l'Ukraine pourrait être la base d'un certain processus visant à trouver la paix, ainsi que les autres, les Chinois par exemple. S'agissant de la situation en Syrie, le chef du Kremlin dira que personne ne souhaite y avoir un affrontement entre l'OTAN et la Russie. Nous sommes toujours prêts à tout scénario, mais un affrontement entre l'OTAN et la Syrie, personne n'en veut. Et selon une initiative du côté américain, à un moment donné, nous avons créé un mécanisme spécial pour prévenir ces conflits. Nous l'avons fait pour que les chefs de plusieurs départements puissent communiquer directement entre eux et avoir la possibilité de se consulter sur toute situation de crise. Et cela suggère que personne ne veut de confrontation. Mais si quelqu'un le veut, ce n'est pas nous, mais disons que nous sommes prêts. Répondant à une question sur le sort d'un hub gazier en Turquie, Vladimir Poutine a précisé que le projet était toujours d'actualité. Cela reste à l'ordre du jour, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de pétrole ou de stockage de pétrole, il s'agit de gaz. Et comme nos amis turcs le savent, nous parlons de créer une plateforme de commerce électronique. Les livraisons gazières continuent d'être perturbées. Alors bien sûr, tout le monde réfléchira à comment se mettre à l'abri et assurer sa propre sécurité énergétique. Les affrontements meurtriers entre groupes rivaux dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain al-Helwe au sud du Liban se poursuivent ce dimanche pour la deuxième journée consécutive, coûtant la vie à 5 nouvelles personnes et portant ainsi à 6 le nombre total de morts depuis hier. Plusieurs dizaines de personnes ont également été blessées, notamment un soldat libanais. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce dimanche 9 Palestiniens, dont des enfants de diverses zones de Cisjordanie occupées, notamment Al-Khalil et Al-Quds occupées. Ces derniers jours, les forces sionistes ont intensifié leur campagne de raids et d'incursions dans les villes et villages palestiniens. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les attaques menées hier par des colons sionistes armés contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée. La diplomatie palestinienne a par conséquent appelé la communauté internationale à inscrire les groupes de colons sionistes armés sur la liste des groupes terroristes mondiaux, à cesser de craindre les réactions sionistes et à faire pression sur l'entité sioniste pour démanteler ces groupes et leur couper leurs sources de financement. Et puis cette énième incursion des colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa, des dizaines d'entre eux ont profané les esplanades de la mosquée sainte située dans la ville d'Al-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation qui ont imposé des restrictions contre les Palestiniens dans les territoires occupés, notamment dans et autour de la mosquée. L'entité sioniste, une nouvelle fois secouée par la colère de la rue. Une imposante manifestation a eu lieu hier après l'adoption par le Parlement le 24 juillet d'une mesure phare de la réforme judiciaire controversée. Cette mesure empêche désormais la Cour suprême d'invalider des décisions du gouvernement sioniste au motif qu'elles sont déraisonnables. Près d'une quarantaine de morts et des dizaines de blessés dans l'explosion d'une bombe actionnée par un kamikaze ce dimanche dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti politique pakistanais auquel ont participé des centaines de personnes. Un haut responsable du parti devait alors prendre la parole lors de la cérémonie.
La Chine a placé en alerte rouge une partie du pays, dont Pékin et sa région, à cause des pluies torrentielles. L'aéroport international de Pékin a également retardé plusieurs de ses vols. Les autorités ont renforcé leur dispositif anti-inondation et appelé les habitants à rester chez eux. Naila et Hamouda. Des orages monstres, routes barrées et méconnaissables, annulation de vols, coupure d'électricité, le typhon Doksuri sème le chaos sur son passage. Plusieurs régions chinoises ont subi des inondations massives et déchaînées. Toute une partie de la Chine est en alerte rouge. Un dispositif activé pour la première fois depuis 2011 en raison des fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 175 km/h et des pluies diluviennes prévues. 100 millions de personnes sont concernées. Le gouvernement appelle à la vigilance. Il conseille de s'éloigner des zones à risque. Les activités touristiques et culturelles ont été suspendues. Avec des eaux de crue atteignant 3 mètres, il est devenu impossible de se déplacer sans une barque. Les sauveteurs sont de porte en porte pour chercher des personnes piégées dans des appartements. Des milliers de personnes ont été évacuées. Les autorités chinoises ont déjà débloqué 290 millions de yuan, soit 41 millions de dollars de leur fonds d'aide aux catastrophes naturelles pour la prise en charge des régions affectées par les inondations. Le typhon Doksuri, après avoir frappé samedi le sud-est du pays et les côtes, se dirigerait vers le nord. Des milliers de personnes étaient dans l'obligation de quitter Pékin par mesure de sécurité. L'Institut météorologique national prévoit des pluies torrentielles pendant 3 jours. Le typhon Doksuri, le plus fort que le pays ait connu depuis des années, perd en puissance, mais les pluies attendues les prochaines heures pourraient être plus importantes que celles de juillet 2012, où les inondations avaient fait 79 morts dans la région de Pékin. Une explosion survenue dans un entrepôt de feux d'artifice dans le sud de la Thaïlande a fait au moins 10 morts et plus de 100 blessés. L'enquête préliminaire suggère que la cause de l'explosion est une erreur technique au cours des travaux de soudage de l'acier, l'immeuble étant en construction. La police thaïlandaise pense également que le stockage des feux d'artifice n'y était pas autorisé. Et l'on passe au sport à présent avec une actualité riche pour ce dimanche. Verstappen s'est imposé en Belgique lors du Grand Prix de Spa. Le nageur tunisien Hafnaoui s'adjuge l'or au championnat du monde du Japon. Et la sélection féminine colombienne de football bat l'Allemagne au mondial qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande. Faisal Salah nous fait le tour. Un dimanche sportif par excellence de la vitesse et de l'exploit. On débutera notre tour par la Formule 1, le Grand Prix de Belgique où le champion du monde en titre, Max Verstappen, a réalisé sa 8e victoire consécutive de la saison. La pénalité de 5 places ne l'a pas empêché de gagner la course, lui qui a démarré 6e sur la grille du départ. Red Bull a célébré le doublé puisque son coéquipier Sergio Pérez a terminé 2e, tandis que Charles Leclerc a complété le podium. De la F1 à la natation, direction le pays du soleil levant où le Tunisien Ahmed. Du football à présent, avec la Coupe du Monde féminine co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe H, la Colombie a créé l'exploit en battant l'Allemagne sur le score de 2-1 et complique la situation des Marocaines malgré leur maigre victoire face aux Sud-Coréennes 1-0. Les Colombiennes sont désormais leaders de ce groupe H avec 6 points. Voilà, c'est la fin de ce journal. À demain.